La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD trimensuel qui fait ce qu'il peut pour préparer les émissions à l'avance, mais en fait non. Coucou les gens et bienvenue au One A Club, le podcast qui vous parle de bande dessinée. Dans cette émission, nous allons vous parler de 4 bandes dessinées. Je vous rappelle les règles. Je suis accompagné de 3 fantastiques chroniqueurs. Nous avons chacun choisi un ouvrage que nous avons trouvé de qualité remarquable, ce qui ne veut pas dire qu'il est remarquable en soi-même, mais en tout cas, on l'a vu et on s'est dit, il faut qu'on en parle. Si nous trouvons tous que cet album est exceptionnel, nous avons le droit de lui mettre un coup de cœur. Et nous sommes exigeants, nous sommes difficiles. Et le coup de cœur est vraiment quelque chose qui n'arrive que très rarement, car c'est sujet à disputes et à engueulades à travers ce groupe. Pour mener les engueulades, nous avons Guillaume. C'est pourquoi il me fait passer là. Je sais pas, c'est passé comme ça. Bon, bah, donc voilà, Guillaume, enchanté. Ouais. On reparle de Tanuki ou pas Ouais, c'est ça, et emmerdeur de première, donc voilà. Voilà. Ce n'est pas un emmerdeur de première, mais s'il peut trouver un moyen d'enfoncer le clou pour foutre la merde, c'est Isaac. Ouais, c'est moi, j'aime bien les clous. Voilà. Et Thio est plus du genre à bouder et à pas faire chier son monde. Hein? Va te faire cuire le cul. Voilà. Ah, voilà. Jérôme est parmi nous. Voilà. Quant à moi, je dis des maladresses et je me rends compte que j'ai dit une connerie, mais longtemps après et un peu trop tard. Quand tu commences à avoir mal au cul. T'as vu comment il est? Il va se faire passer pour le mignon du groupe là bientôt. Ça. Non, mais moi, je suis trop choupi. C'est Candide. Je dis des horreurs, mais c'était pas ma faute. Révolution. À l'insu de mon plein gré. Aujourd'hui, nous allons parler de Tokyo Mystery Café, de La Vieille Anglaise et le Continent, de Torgal Saga Wendigo et de Shelton et Falter, le numéro 4. Et ensuite, un petit œil sur un jeu vidéo. Et je vous garde la surprise pour la fin. Si vous aimez nos émissions, vous pouvez nous soutenir en allant sur Tipeee. Mais même si vous les aimez pas, / La Voix des Bulles. Vous pouvez aussi On est pas regardant. cliquer sur les liens sur le site lavoidesbulles.fr qui vous ramèneront vers Bubble, qui lui-même pourra vous ramener sur de la vente en ligne si vous habitez au trou du cul du monde, pour vous faire livrer des choses pour le même prix que chez n'importe quel grand distributeur. C'est ça qui est fou. Et vous pouvez même leur demander de, pourquoi pas, aller chercher chez votre libraire du coin la bande dessinée que vous voulez, parce que c'est quand même bien d'aller chez son libraire du coin, surtout lorsque c'est la BDRI, rue des Cordeliers à Aix-en-Provence. C'est ça qu'il faut dire. J'avais le temps. C'est bien, je valide. Tu valides. Ouais. Mais vous pouvez aller sur n'importe quelle bande dessinée du réseau Canal BD. J'allais dire Canal BD, mais ça c'est une autre émission qu'on fait. Non, Canal BD, c'est à nous. Voilà. Canal BD n'est pas à nous. Alors, non, je suis pas d'accord. Pas n'importe quelle librairie chez moi. C'est bien. Voilà. Ok, d'accord. Pas chez la... T'as pas de concurrent Canal BD dans la région. Canal Non, BD. techniquement, Canal, la charte dit que il y a qu'un Canal BD par ville. Enfin, sauf les grandes villes à arrondissement, tout ça. D'accord. Mais donc à Aix, par exemple, je suis le seul. Il te manquait ça à la fin. Oui, c'était le rire démoniaque. J'avais dirigé le monde. Je crois qu'on va surtout remercier nos tipeurs qui nous soutiennent depuis maintenant fort longtemps en nous donnant ce qu'ils peuvent. Et c'est déjà énorme. C'est Matt Descaches, Chevron, Warloff, Stéphane, Cobal et Boob qui nous permettent d'avoir de l'hébergement pour notre site web et nos fichiers. Ce qui fait que tous nos fichiers audio ne dépendent d'aucun autre hébergeur que celui qu'on paye. Ce qui fait que si un jour il décide de changer ses règles de merde pour dire qu'on va devoir payer ou je ne sais quoi, eh ben, il ne le fera pas parce qu'il nous fait déjà payer. Voilà. Super. Merci pour ce coup de gueule. Écoute, on est vraiment content de le savoir. Non, parce que mais là... c'est pour les youtubeurs et les twitchers qui râlent que les règles changent sur la plateforme qui leur donne des sous. Elle leur donne des sous, quoi. Révolution. Ouais. Alors, je t'avoue que nous, du coup, en fait, la plateforme qui nous héberge nous donne pas de sous, on leur en donne. Donc on n'a pas de problème avec eux. Donc on n'a pas de problème finalement avec eux. Normal, on les rémunère. Donc c'est comme ça. On est des gens bien. Mais eux nous rémunèrent pas. Non. Non. C'est vraiment fait niquer sur le coup. Hein. Ouais, c'est pas Ouais, YouTube. mais du coup, on peut dire des mots comme niquer, C'est vrai. si on veut. C'est pas faux. Ouais. On va aller sur YouTube. Tokyo Mystery Café, le numéro 1, qui est scénarisé, dessiné, colorisé par
l'Atelier Sento, qui est un duo d'auteurs. Oui, d'auteurs. J'ai cru que c'est un atelier d'auteurs, en fait. Donc, ils sont plusieurs. Oui, c'est un atelier. Non, ils sont deux. C'est un atelier à deux. Ils partagent, voilà. C'est chez Dupuis pour 16,50 €. Et mon cher Guillaume, que vas-tu nous dire sur ces deux auteurs ? Eh bien, écoute... Un auteur et une autrice, pour être précis. Très agréablement surpris. Donc, le représentant me l'avait bien vendu. Je l'attendais, je l'ai lu. Et j'ai passé un très 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 bon moment. Donc le pitch de base résumé va vous faire penser à ces bonnes vieilles séries Club des 5, à la limite du Scooby-Doo sans le côté débile. C'est pas débile, Scooby-Doo. Si, c'est débile, volontairement débile, dans le bon sens du terme, mais débile. Tu méprises Scooby-Doo. Je ne méprise pas Scooby-Doo. J'ai grandi avec lui. Donc, quoi qu'il en soit, voilà, on va suivre notre charmant héros, qui est un jeune Français d'une petite vingtaine d'années, qui rêve de devenir un vrai mangaka et qui donc émigre au Japon pour tenter sa chance. Arrivé au Japon, bonjour bien, il faut se loger. Je voudrais faire du manga. C'est ça, à Tokyo. Donc à Tokyo, on se loge dans des boîtes à savon. Du coup, il est accueilli par son logeur, un vieux monsieur qui tient la boutique d'électronique juste en bas de l'immeuble. Électronique à l'ancienne, hein. Il y a tout et n'importe quoi dans la boutique d'électronique. Et donc, voilà, il va commencer à aller voir chez les éditeurs, etc. Bref, ça se passe pas exactement comme il voudrait. Et donc, voilà, un peu déçu, un petit peu refroidi. Sur ces entrefaites, la boutique est braquée, il se passe des choses pas très nettes en bas. Le logeur disparaît. En fait, il est complètement pris là-dedans. En bon citoyen qu'il est, il voudrait aider, et puis il appelle, et puis en fait, il va se retrouver embringué dans une histoire plus ou moins extravagante. Et rencontrer des gens, eux, carrément extravagants, dont le patron d'un café, qui est en fait également détective privé à 16 heures, mais détective autoproclamé. Détective, ouais. Donc, peu loser. C'est ça, qui du coup bosse avec des jeunes, pas franchement déclarés, eux, pour le coup. Mais parce qu'en fait, ils pourraient pas trop, étant donné qu'ils sont peut-être pas complètement majeurs non plus. Bref, voilà, une équipe assez pittoresque qui sur le papier, en tout cas de premier abord, n'ont absolument rien à faire ensemble et qui arrive à former finalement quelque chose de relativement efficace à sa façon. Et donc, voilà, et c'est là qu'on va commencer à retrouver cette ambiance un peu Club des 5 où on va tomber sur un mystère, essayer de le résoudre, sortir des sentiers battus, parce que nous ne sommes pas de la police, nous n'avons pas les autorisations, nous n'avons même pas le droit de faire ce que nous faisons, et nous n'avons pas franchement les moyens de faire ce que nous faisons, mais nous avons des moyens que les autres n'ont pas. Oui, quand on a un petit génie du hacking, ça aide. Bref, voilà. Et un chien. Voilà, les voilà partis à la recherche de ce vieux bonhomme, très sympa et attachant au demeurant d'ailleurs, pour essayer de le sortir de la panade dans laquelle il a été mis, parce que si c'était pour lui, il n'y serait pas allé. Et finalement, il n'a pas provoqué tant de gens que ça pour s'y retrouver. Pas fait beaucoup d'efforts, mais c'est pas de bol. Voilà. Je vous laisse le plaisir de découvrir ce mystère et cette enquête. Un petit bouquin très sympathique qui, de mon point de vue, vaut largement le coup d'œil. Je suis pas très très loin du coup de cœur non plus. Je crois même que je l'ai mis d'ailleurs. Et en tout cas, on l'a beaucoup apprécié en librairie. On le conseille souvent et c'est très sympa à lire, tout public. Ça peut commencer à plaire aux ados, ça plaira clairement aux adultes et aux jeunes adultes. Bref, si vous le voyez, ne passez pas à côté. C'est très difficile, ce bouquin, d'en parler, parce que ça traite aussi de sujets un peu plus d'actualité, pointu et intéressant, mais le problème, c'est que c'est une petite révélation en cours d'album et que c'est le genre d'album où ce qui te fait avancer dans la lecture, c'est d'avoir ces petites séries de révélations au fur et à mesure, donc je peux rien dire. Mais c'est plus riche que ça n'en a l'air au premier abord du pitch de départ, parce que cette enquête va les amener vers un secret, qui va les amener vers d'autres secrets, et ainsi de suite. Et chaque secret va apporter plein de questions
un peu d'actualité, un peu philosophique, un peu intéressante, on va dire aussi. Sociétal. Ouais, sociétal, ouais, plus sociétal que philosophique, c'est mieux. Voilà, moi j'ai passé aussi un excellent moment. C'est le genre de. C'est une très bonne série en devenir. Parce que c'est Thierry qui disait ça. J'ai envie d'avoir la suite. Je suis à la limite du coup de cœur aussi, parce que j'ai passé un très bon moment. J'adore le dessin. Ce côté, je sais pas si c'est de l'aquarelle ou des encres. Enfin, c'est vraiment très joli. On sent aussi cet attachement des auteurs au côté. Tu parlais du côté Club des 5, mais il y a aussi un côté, on sent que c'est aussi écrit par des geeks de notre âge. Qui ont rêvé Akihabara comme on a rêvé Akihabara quand on était gamin, qui sont allés le visiter parce qu'ils avaient ce rêve de gamin dans la tête et qui sont revenus avec une histoire en fait. Et c'est quelque chose que moi j'ai trouvé ça très sympa. Bah oui, j'ai passé un très bon moment moi aussi. Graphiquement, il y a un coup de cœur. Pour moi, c'est indéniable, graphiquement. Après, au niveau scénaristique, effectivement, on n'est pas dans une réelle nouveauté, même s'il y a plein d'éléments super intéressants. Donc voilà, c'est vrai. La narration est bonne, la mise en page est très bonne. Et le graphisme, le choix des personnages, le graphisme des personnages, le soin qui est accordé à tout un tas de petits détails. La maquette de la couve, quoi. Ils ont pris, il y a une personne qui a été là juste pour être bon sur les décors, les emplacements de clim, les emplacements de vaisselle, le choix des vaisselles, le choix des plats, etc. etc. Enfin, c'est très important, les emplacements de clim en ce moment. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'ils voulaient être... T'as des trucs qui sont intéressent beaucoup, quand même. Là, t'as dessiné une 45 watts et franchement, c'est pas top. Il faudrait que tu fasses une 68, bordel. C'est exactement ça. Non, mais si tu veux, voilà, dans les remerciements et tout ça, c'est merci, parce qu'effectivement, ils ont produit un truc où eux sont allés sur place, ils ont pris tout un tas de notes, des idées, des machins, des bidules, mais derrière, il y a eu de la relecture pour que ce soit cohérent et que ça colle vraiment à la réalité de ce qui se passe sur place. Donc voilà, j'ai bien aimé le soin qui est apporté à tout ça, et ça fonctionne du coup. Voilà. Quand on le lit, tu vois le resto avec les plats qui sont servis, etc. Ça te donne envie. Tu vois l'appartement par contre qui est plus petit qu'un appartement parisien de chambre de bonne, ça fait pas envie. Tu vois, c'est tout bête, hein, mais c'est plein de petites choses comme ça qui te plongent totalement dans l'ambiance pour ce Français qui débarque au Japon. Donc voilà, donc j'ai vraiment adhéré, j'ai vraiment accroché. Après, j'attends de voir la suite scénaristiquement parlant, parce qu'effectivement, c'est qu'un premier tome, c'est une série qui est prévue, et j'attends de voir un peu où est-ce qu'ils nous amènent, s'ils vont creuser un peu les personnages. La petite fille qui aide l'enquêteur me semble être un personnage extrêmement fort, et en caractère, et en background, contrairement un peu au personnage principal, qui est là, et qui est malmené par les événements, et qui essaye de jouer au héros, mais on sent quand même que c'est pas dans le fond de sa nature, quoi. C'est un gentil garçon, mais c'est pas un héros à proprement parler. Donc voilà, donc j'attends de voir un petit peu l'évolution de ces personnages-là qui sont tous très attachants. Donc voilà, une très très chouette découverte. Thio ? Je ne vais pas aller plus loin que mes deux acolytes. Une bonne BD. J'attends la suite. J'attends la suite, non, vraiment, mais je suis bien régalé. Et puis oui, graphiquement, c'est très très beau. Après, j'ai pas trouvé de faiblesse au niveau du scénario, tu vois. Ça... Ah non, c'est pas de faiblesse. Ça m'a emballé tout du long, en fait. Tu avances, et puis c'est vrai qu'il y a des moments, tu fais waouh, c'est complexe, mais tu t'y retrouves. J'ai peur qu'il y ait certaines trouvailles qui soient vite rattrapées par l'actualité et qui fassent vieilles très vite, qui vieillissent mal. On peut pas, on l'a déjà lu. Non, mais je te parle sur le... Le principe, c'est que comme le vieux, il est déjà has-been, on est déjà en train de parler de choses has-been. Donc si tu veux, c'est moins grave, on va dire. Le simple fait de dire has-been, c'est has-been. Ouais. Ouais. Bon, j'ai entendu ton rire. Café, Atelier Sento chez Dupuis pour 16,50 €. Stu aime bien aller dans les profondeurs, et cette fois-ci, c'est avec La vieille anglaise et le continent, scénarisé par Valérie Mangin, d'après Jeanne A. Debat, et dessiné et colorisé par Stefano Martino chez Dracou pour 17,90 €. Alors oui, je dois vous en parler, et en fait là d'un coup j'avais le nom en tête il y a 2 secondes parce que je l'ai relu et je ne me rappelle plus. Donc nous allons suivre l'histoire d'une lady anglaise, la vieille anglaise, qui est Lady Anne. Elle a notre famille aussi, je pense, mais c'est pas grave. Anne Kelvin.
Voilà. Et qui, du coup, toute sa vie a été une personne forte, une personne qui a combattu pour que l'écologie et le féminisme gagnent au sein de notre planète. Bon, malheureusement, elle a un petit peu pas réussi tout, hein, mais en plus, elle est en train de passer l'arme à gauche, la pauvre, à cause d'un petit cancer. Et Ça arrive. Rien de grave. a priori, c'est pas bien engagé quand même. Donc, elle a la chance d'avoir un gars un peu providentiel qui arrive et qui lui propose donc la transmnèse. La transmnèse. Oui. Ouais, c'est ça. Qui est en fait là le déplacement en fait de la pensée de quelqu'un, du cerveau, en fait, de tout ce qui fait qu'on est soi, dans le corps d'un animal. Et donc, il dit à Anne qu'elle va être transférée dans un cachalot. Mais oui, pourquoi pas. Ben pourquoi pas, hein? Chacalot. Parce que c'est une espèce qui est en voie de disparition et que du coup, Anne, elle va peut-être elle va pouvoir du coup vivre comme un cachalot pendant quelques années et Et voilà. Pourquoi ris-tu? Je me suis fait une auto-blague dans ma tête. Je suis désolé, l'auto-blague dans ma tête, c'est rare que ça arrive, mais c'est ouf. Alors, Et tu étais très drôle. mal m'a plu en tout cas. Donc, C'est du lourd. alors, le livre, donc La vieille anglaise et le continent, donc c'est une adaptation donc alors d'un non-roman, mais pas d'une nouvelle, c'est un peu plus long, d'un livre en tout cas. Certains... Ça peut être Non, mais parce que c'est plus long, c'est plus long qu'une nouvelle, mais ça n'a pas la taille d'un gros roman. Une novella. Voilà, une novella, exact. Qui a gagné des prix, d'ailleurs, qui a été donc fortement récompensée. Et en fait, Valérie Mangin, en fait, connaît l'autrice. Jeanne A. Debat. Jeanne A. Debat, qui connaissent toutes les deux le directeur de collection chez Dracou. Et du coup, en fait, quand Monsieur Arleston a dit « Ah tiens, si on faisait une adaptation du roman de Jeanne », elle a dit « Ah ben tiens, Valérie, fais-le, parce que tu la connais. » Voilà, ainsi de suite. Et donc voilà, tout s'est bien passé, ça a bien fini, ils ont eu des enfants ensemble et tout va bien. Des bébés cachalots. Ouais, des bébés cachalots. Donc, voilà, c'est pour l'histoire de la vieille anglaise du continent. Après, graphiquement, moi, je trouve que le travail est... je me suis régalé dans ce travail, parce que comment rendre expressif un cachalot, c'est pas aisé. On va dire que rendre expressif un visage humain, tu peux trouver, on va dire, un morceau du visage, l'œil, machin. Il y en a qui n'y arrivent pas. Mais c'est pas facile non plus. Il y en a qui ont essayé. Mais un cachalot, c'est encore plus dur. Et je trouve que là graphiquement, c'est superbement réussi. On se retrouve pas dans 20 milieux sous les mers avec un truc un peu gnangnan de Disney des années 70-80. Je sais pas si c'est pas grave. Mais vraiment un bon bouquin. Peut-être un petit peu, vous seriez un peu déçu par la fin de ce que va devenir la transnèse, mais moi j'ai vraiment trouvé que c'était un chouette bouquin vers lequel je ne serais pas allé, mais vraiment, moi j'y mettrais le petit truc. Ah oui, tu mets le jeton, quoi. Moi je mets le jeton. Eh bien, Ti. Eh bien lui il le met pas. Alors, disons qu'on est sur un... Putain, j'ai du mal avec ce casque, je sais pas ce qu'il a ce soir, il veut pas marcher. Bon bref, il me Parce que tu as mis le fil à l'envers. Donc, moi j'ai bien aimé le scénar, mais je sens que l'adaptation en bande dessinée me laisse un poil sur ma faim. C'est pas assez fouillé sur certains aspects. Et j'aurais aimé que ce soit plus dense, plus creusé sur les choix de transmnèse, sur les autres essais qui ont été faits autour, sur l'époque dans laquelle on vit, parce que tu as l'impression que c'est chez nous, mais c'est pas chez nous, c'est forcément un petit peu dystopique. Donc voilà, j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus de contexte qui soit posé. Donc voilà, je sens un grand truc, pas totalement épanoui dans ce format-là de bande dessinée, peut-être au nombre de pages, je sais pas. Après je n'ai pas lu la nouvelle, j'ai pas lu le roman, peut-être. Après, moi je trouve un truc qui est intéressant, c'est que tu as les passages dans l'eau avec donc le cachalot, ouais, avec Anne. Et puis ensuite, tu reviens un peu sur Terre avec des explications, le truc qui continue. Il y a pas mal d'allers-retours, voilà, qui sont quand même... Mais voilà, j'aurais aimé, j'en aurais aimé plus. Alors, j'ai envie de te dire, c'est aussi bon signe. Ça veut dire que c'est accrocheur, ça veut dire que ça fonctionne, ça veut dire que ça donne envie. Graphiquement, clairement, ça donne envie. Je trouve qu'il y a un super travail là-dessus. Par certains moments, un poil à l'ancienne, mais ça fonctionne très bien. Donc voilà, c'est le seul petit regret que j'ai sur ce bouquin-là, c'est que j'en aurais aimé plus. J'aurais aimé que ce soit plus creusé, que ce soit
plus détaillé et qu'il y en ait plus. Mais Tout quand on veut simplement. plus de raviolis, c'est qu'on a aimé les raviolis quand même. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc j'ai trouvé ça très sympathique. Après, il y a tous les éléments qui sont autour, et notamment une interview de Mangin et de Debat. Moi, j'adore parce que du coup, Mangin est très synthétique. Elle donne des informations en 3 lignes. Et Debat, à chaque fois, tu as droit à une demi-page d'explication. En soi, c'est intéressant. Hein. Ce que je retiens de tout ça, c'est qu'elle a posé son bébé, elle l'a laissé à quelqu'un d'autre. Et que c'est une autre interprétation, c'est une autre version de son histoire et de son univers. Donc en ça m'a aussi donné envie d'aller lire le bouquin. Voilà. Moi, j'avoue que j'ai vu la couverture, j'ai fait ouais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vois une image et un titre qui ont l'air de pas trop avoir de lien l'un avec l'autre. Ça va être une histoire de fond marin, de je sais pas quoi. Et puis je commence le bouquin et c'est de la SF. Et là, tu fais ok, bon. Déjà, entre le titre et la couverture, déjà, je savais pas du tout ce que j'allais lire. Mais d'un autre côté, cette couverture, elle est bien, mais enfin, niveau commercial, ils ont vraiment foiré leur coup, quoi. C'est ce que j'ai envie de dire, je trouve, parce que la vieille anglaise et le continent, et avoir des tentacules et un cachalot de loin, ou un petit cachalot, je ne sais pas. Oui, c'est important. Je veux dire, j'ai pas la perspective là, sur le dessin. Bref, Des grosses tentacules ou un tout petit cachalot? je ne saurais dire, je ne savais pas où j'allais. Et puis, je suis tombé sur un récit qui, d'un point de vue de la SF, était plutôt intéressant, qui se voulait comme une sorte de SF futur proche, dystopie légère. On a trouvé juste une nouvelle technologie, on va pas plus loin que ça. On va s'en tenir vraiment. Tu disais que ça manquait de fond sur l'univers autour, mais c'est pas très grave parce que c'est pas le propos du tout en fait. Le propos, c'est vraiment. Je peux pas dévoiler le truc, mais quand même, sur le final, si. Oui. Sur le final, oui, il y a quelque chose, mais il y a ce côté aussi de volonté écologique, de tout ce discours-là qui est super bien amené, des découvertes des océans, Prendre soin de la planète de manière comment générale. est-ce qu'on peut finir sa vie aussi autrement. Je veux dire, la vieille anglaise, elle sait qu'elle va crever, elle s'en fiche en fait. Elle aura vécu une belle aventure, une belle dernière aventure en fait. C'est un peu son idée. Et moi, je suis resté sur le cul tout du long. J'ai adoré. Voilà, je m'y attendais pas. Ça m'a pris de court et j'ai trouvé ça fantastique. Le dessin, alors oui. Ce que tu disais, le côté un peu vieillot, surtout sur les humains. Sur les visages, Sur les humains, en sur les fait. visages humains, et notamment de l'homme principal. Ouais, alors que sur tout ce qui est décor, créatures marines, etc., il y a un travail de grain, qui est superbe. Voilà, moi j'ai passé un excellent moment, j'ai adoré. Guillaume. Ben, je vais te rejoindre en fait sur la couverture qui est pas nécessairement le meilleur choix possible, je trouve. En même temps, je sais pas comment ils auraient pu faire mieux. Oui, non, mais j'ai pas dit qu'il y Sans avait trop pas en dévoiler, ouais. Mais c'est vrai que quand tu lis le titre et que tu regardes la gueule de la couverture, tu fais putain, je l'ai pas pris qu'il est déjà plein de poussière, quoi. Et tu vois, la vieille anglaise et le continent avec un dessin noir, sombre comme ça, très minimaliste. Honnêtement, moi je suis passé à côté du bouquin, j'ai pas eu envie, quoi. Et pourtant, tu vois, vous me l'auriez pas fait lire, je l'aurais jamais lu, mais par contre, pareil, je regrette pas du tout de l'avoir lu. J'ai vraiment passé un super moment. Je trouve ça super bien, une très bonne SF qui aborde des sujets qu'on aborde régulièrement en SF, mais voilà, à leur façon, avec qu'est-ce qu'on fait subir à la planète, qu'est-ce qu'on fait subir aux animaux de la planète. Qu'est-ce que ça va nous coûter, qu'est-ce qu'on est encore en train de faire à jouer à Dieu, enfin toutes ces conneries là, quoi. Enfin conneries, façon de parler, vous m'aurez compris. Et donc enfin pour le bouquin est pour moi une vraie réussite. Je comprends ce que tu veux dire par on en aurait aimé plus, mais en même temps avec ce que tu as dit derrière sur l'interview, vu qu'elle a laissé Mangin adapter le bouquin comme elle voulait et qu'elle est du genre à répondre en 3 lignes, je comprends pourquoi c'est résumé, quoi. Je veux dire T'as raison. c'est voilà, c'est je comprends qu'on en ait envie plus, mais en même temps, là, c'est de la gourmandise, quoi. Ah oui, clairement. Et donc, Clairement. moi, je pense que c'est une vraie belle réussite. Mais c'est vrai que cette couverture, ça m'a pas donné envie, quoi. Quand on m'a dit, allez, il faut lire ça, j'ai vu le truc, je fais, oh putain.
qu'est-ce qu'ils m'ont trouvé encore ces cons. c'est Alors, ouais, c'est ça. Je dis, putain, j'ai pas envie. Et puis, j'ai plein de séries en retard. Pourquoi il faut que je lise ça pour l'émission? Et puis, non, en fait, c'était vraiment trop bien. Et c'est vrai que quand on regarde la couverture de Tokyo Mystery Café, qui était juste avant, qui foisonne, qui est bien travaillée, il y a des répartitions. Enfin, Ah non, mais là, elle est super bien celle-ci- travaillée. Elle est super bien travaillée cette couverture, mais tu vois pas. Non, c'est pas quoi, ce que ça finalisé. raconte. Mais elle raconte rien. Dé- Ouais. Déjà, quand tu regardes la couverture, parce que nous, on a une version officielle avec un sticker posé par-dessus, quelque part, quand tu regardes la couverture sans sticker, tu dis, mais ils ont fini là? Il y a tout dessus là? Ils ont tout mis? Non, mais Et en c'est fait, ça, heureusement qu'il y a le sticker finalement sur la version Mais qu'on a en main, parce que ça d'un point de complète vue un peu, ça remplit. d'un point de vue marketing, d'un point de vue commercial, tu fous cette couverture au milieu des autres, tu vois les autres, pas celle-là. C'est ça. Après, moi, quand je la regarde, il y a un effet de perspective et de tomber dans un abîme. C'est des perspectives, c'est vraiment qui, quelque moi, je chose de trouve loin. Oui, non, mais. Ouais, mais tiens, rigole, mais écoute, moi, je trouve qu'il y a un vrai truc qui t'attire vers le fond. Abyssum, Abyssum, Symbiocat, c'est ça? mais pour Ah, être je dis pas que vraiment, c'est une réussite pour être commerciale, vraiment, mais tu vois, pour être vraiment sûr que c'était une vraie perspective, ça aurait mérité un élément de plus au milieu. C'est ça. je sais pour pas. vraiment là, jalonner il y a- la perspective. Non, moi je la trouve très réussie comme couverture, mais esthétiquement, hein, mais je trouve qu'effectivement, d'un point de vue vraiment purement commercial, donc c'est pas un argument artistique. Je vois pas ce que va raconter le bouquin. Ouais, enfin, les Ouais. gars, on est quand même en train de se faire chier à parler de la couve Oui. du livre, en Oui. disant que le livre est génial. Bon, ben, ça veut dire que le livre était génial. Mais oui, mais c'est Non, pour mais ça bien que- sûr, c'est pour mais ça que on notre se fait travail- on se fait plaisir c'est pour à ça que notre critiquer travail jusqu'au est bout. important. Pinailler, C'est pour ça que notre exactement travail pour est ça que important. Jérôme n'aurait pas pu mettre de coup de cœur, parce que la couverture Non, n'est pas assez explicite. parce que l'histoire qui est racontée dedans n'est pas vraie. Et qu'on nous l'a pas dit que c'était pas vrai. Attention, monsieur, il faut être précis dans Non, les termes. les enfants, il va falloir qu'on parle après. Là, j'ai dû rater des épisodes. Hein. C'est possible. La vieille anglaise et le continent de Valérie Mangin, d'après Jeanne A. Debat. Jérôme, si tu nous entends. Stefano Martino chez Dracou pour 17 €. Attends, faut quand même 90. juste dire un truc. Hein. La conclusion, c'est quand même, c'est prenez-le, lisez-le. C'est Oui, oui. waouh. Ah oui, grâce grave. Vous sautez la couverture, quoi. Vous mettez une jaquette de n'importe quoi par-dessus. J'irai pas jusque-là. Oh là là. Torgal Saga Vandigo. Scénarisé par Le Fred Boy Duval, Calendar dessiné par 2024. Corentin Rouge, colorisé par Walter, au Lombard pour 24,50 €. Bon, et alors là, voilà. Là, il y a un truc à Et dire. là, c'est le drame. Torgal, bon, c'est une vieille série créée par Van Hamme et Gregor Rosinski qui date depuis super longtemps, qui est continuée par d'autres gens maintenant. C'est quand ouais. 70, 80 Ouais, 80, je dirais peut-être. Ou 70, ouais. Enfin, ouais, je- 70, Bon. je pense. Ouais. Torgal, C'était après Jésus-Christ? ouais, c'est ça. Ouais, ouais. ouais. Torgal, c'est un bébé qui est tombé de l'espace pour atterrir chez les Vikings. Après plein d'aventures où se mêlent mythologie et SF, il a fait un tour aux Amériques pour être confronté à ses ancêtres, découvrir que son gosse a des pouvoirs et rentrer chez lui pour vivre au calme. Mais il va refaire des gosses qui vont avoir des soucis, repartir à l'aventure, parce qu'avoir une vie pépère, ça fait pas des albums BD captivants, et voilà. Mais c'est plein d'autres histoires que j'ai arrêté de suivre par fatigue, parce que j'ai adoré Torgal, et puis au bout d'un moment, ça m'a un peu gonflé. 77, il a 45 ans. On parlait pas de problème de réalisme Ouais. des histoires, là, il y a pas longtemps. Torgal Saga, c'est une nouvelle série dérivée qui offre à d'autres auteurs d'imaginer ce qui se passe entre deux albums de la série dite classique. Voilà. Dans cette histoire, Torgal se retrouve coincé chez un peuple natif américain et est contraint de les aider contre un autre peuple natif américain en croisant des Vikings qui se sont installés dans le coin et en affrontant le Wendigo. Voilà, je crois que le pitch est simple, clair, efficace. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite par le dessin. Ouais, il est tendu. Hein. Non, mais c'est- Je vous ai entendu. Hein. En gros, je vais vous dire un truc simple. Vous aimez Rosinski, mais vous aimerez Corentin Rouge. J'arrive pas à savoir si c'est à la fois un hommage au style de Rosinski, s'il a voulu reprendre ses tocs, la façon dont il faisait les petits nuages, le graphisme pour dire, regardez, voilà. Ou si s'il a voulu... si vous voulez aller dans les pas de Rosinski, mais j'avoue que pour un truc un peu hors série et un nouvel auteur, je m'attendais à un peu plus, à un truc qui rajouterait quelque chose. Là, c'est très réussi, mais c'est du Torgal, quoi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Moi, pour du Raon, je trouvais ça bien. Hein. Non, quand même, c'est un peu plus dynamique que Durand. Le scénario,
c'est une histoire très réussie. Alors, on est un peu très classique, hein, qui a une petite surprise pas trop mal foutue à la fin. J'ai passé un bon moment, mais c'est vraiment aussi un côté, le scénario bouche-trou. C'est-à-dire qu'on va prendre entre deux tomes où il s'est passé des trucs et on va mettre cette histoire-là où on sait que de toute façon à la fin il ne sera rien passé qui va changer grand-chose parce que ça se passe entre deux tomes. Ouais, mais c'est le principe de saga, justement. C'est C'est le de principe permettre de d'inviter des auteurs pour raconter des histoires hors série. Et c'est là moi que je suis déçu par le concept en fait, par le concept Ah Torgal voilà, c'est Saga. le concept que t'aimes pas. En fait, j'espérais plus un Torgal par, comme il y a eu des Valérian par, il y a eu Spirou par. des Spirou par, non, ou Oui, s'il te plaît, les Spirou par. Lucky Luke par. Enfin, tu vois, ce genre de truc-là où on donne à des auteurs la possibilité de faire quelque chose de neuf avec le personnage, d'apporter un regard de côté, quelque chose d'un peu novateur. Et là, on a l'impression qu'ils sont super contraints sur un cahier des charges, qu'ils ne peuvent pas se permettre de réelle fantasy. Et c'est très bien fait, hein, mais c'est du Torgal. Si vous aimez Torgal, vous allez adorer. Tu vois, ces scènes dans le brouillard, Rosinski, il a dessiné exactement les mêmes, avec les mêmes petits points dans tous les sens. Voilà, moi j'ai une forme de petite déception. C'est très bien fait, mais j'attendais plus, et c'est ce qui m'a amené cette déception-là. Je regrette pas de l'avoir lu, j'ai passé un bon moment. Mais bon, alors je sais pas, je sais qu'il y en a eu un autre avant par Robin Recht que j'ai raté. Aricia. Adieu à Aricia. Ah, tu l'as pas lu? Non, je l'ai pas lu. J'en ai entendu énormément de bien, mais est-ce que c'est pareil? Est-ce que ça reprend exactement ce cahier des charges, avec peut-être une histoire un petit peu plus intéressante? J'en sais rien, vu que ça se passe dans le futur, j'ai l'impression, celui-là. C'est forcément après, puisque là, oui, Alicia est voilà. toujours là. Voilà, donc je sais pas si ce concept-là va pas. Enfin, on est déjà sur un Torgal raconté par d'autres auteurs, quoi, avec la série régulière. C'est déjà ce qui arrive à l'heure actuelle. Et série que j'ai un peu laissé tomber parce que je trouvais que ça commençait à ramer un petit peu, quoi, au niveau de ce que ça racontait. J'ai perdu l'intérêt et la passion que j'avais gamin pour cette série. J'adore cette série, je les ai presque tous. Mais voilà, donc j'attends votre opinion sur le sujet. Alors, pour le coup, moi, j'ai pas lu Torgal. Pas la peine de me taper. Tu as le droit, hein. Donc, je vais pas pouvoir comparer par rapport à ce que j'ai pas lu. Pour moi, c'est une bonne histoire complète. J'ai passé un agréable moment. J'ai effectivement, sans avoir lu Torgal, repéré que ça avait été dessiné à la façon 2. J'entends ce que tu dis, je peux comprendre la déception, mais après, je suis pas capable de juger si c'est vraiment un pseudo remake ou un vrai hors série. Pour autant, je trouve que ça reste un bon bouquin, plaisant à lire, et qu'on aime ou qu'on n'aime pas Torgal, au final, il y a moyen de lire une bonne histoire. Est-ce que tu as compté les petits points dans le brouillard ou pas? Non, parce que j'avais pas mes lunettes ce soir-là. En plus, c'était flou. Ouais. Tu vois? Alors, du coup, moi, j'ai eu la chance de lire les deux Adieu Aricia et Bendigo. de Torgal Vendigo à la suite. Clairement, la couverture du Vendigo, je la trouve splendide. Ah, elle est belle. Hein. Elle envoie du pâté, elle a un truc, quoi. Mais autant, j'ai préféré Adieu Aricia, qui a, je trouve, un scénario qui est plus intéressant que celui-là. Après, c'est un Torgal, mais sans plus. Voilà. Je suis pas... Après, je suis d'accord avec toi sur le dessin qui fait quand même que c'est trop ressemblant. Mais en même temps, même dans Adieu Aricia, je trouve qu'il n'y a pas non plus un côté vraiment clivant, on va dire, dans la façon de dessiner. Tu te retrouves vraiment avec la patte de Rosinski et tu es dans l'univers Torgal, quoi. Il y a pas de... C'est vrai qu'ils n'ont pas essayé de changer trop le truc. Peut-être que pour l'instant, on va dire, je crois que c'est quoi? C'est le deuxième qui Oui, c'est ça. Bon, peut-être que ça va venir, peut-être que du coup, les mecs ils vont se permettre plus de choses aussi, je sais pas. Ah, mais voilà, peut-être je sais que pas, s'il y aura même si sur Aricia c'est comme ça, peut-être qu'effectivement il y a une charte Peut-être. à imposer, Une à charte respecter. Lombard ou une charte Disons que Rosinski. voilà, quand on a Larsenet qui reprend Valérian, on se dit qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire, quoi. Tu vois, c'est le. Alors que tu t'attends à de la surprise, forcément. Là, tu regardes, c'est beau, tu feuillettes et tu te dis ouais, c'est bien, c'est du très bel ouvrage. Tu vois, il n'y a rien à redire sur la qualité technique, sur même la qualité narrative. C'est très bien raconté, mais c'est Ouais, rien de neuf sous le soleil, quoi. voilà, c'est de la surproduction, j'ai envie de dire. C'est un peu l'impression que ça donne.
Moi, j'ai trouvé Ouais. ça, moi qui ne lis pas, je suis dans le camp de Guillaume, les Torgal, je les ai feuilletés, mais j'ai pas suivi Torgal. Quand j'ai fini le bouquin, j'étais à 2 doigts du coup de cœur. Parce que j'ai trouvé ça très bien raconté, très bien foutu, surtout très bien dessiné à la façon d'eux, sans connaître Torgal parfaitement bien. On comprend bien qu'on est quand même sur un style un peu à l'ancienne, façon de parler. Et vraiment, je me suis totalement plongé dans la lecture du bouquin. Ça m'a vraiment inspiré, ça a bien fonctionné. Donc quand j'ai fini, je me suis dit, mais je me suis régalé. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la partie discussion de Corentin Rouge, qui explique un petit peu le pourquoi du comment on en est arrivé là. Et que lui, c'est un fan de la première heure de quand il était gosse, Ouais. quand il était ado, et qui dessinait ça comme ça. Et ça expliquerait peut-être un peu en partie le côté hommage, c'est-à-dire qu'il dessinait à la façon de Rosinski les Torgal quand il était gamin, et quand il a repris ça, ben, il l'a dessiné de la même façon. Il était là-dedans. C'est les traits qu'il s'était entraîné à faire, que sa main connaissait peut-être même par cœur déjà, alors que ça faisait des années qu'il dessinait sans doute plus du Torgal. Oui, peut-être qu'il pouvait pas imaginer Torgal Et dessiné qu'il autrement pouvait aussi. clairement je- pas je imaginer comprends. Torgal différemment. Tu vois ce que je veux dire? Et je trouve que justement, l'interview de Corentin Rouge, de ce point de vue-là, fonctionne bien. Elle explique aussi pourquoi ça s'intercale de cette façon-là. Ce que tu disais, ça vient boucher les trous, mais c'est un peu ce qu'ils disent. C'est que naturellement, dans la discussion avec Fred Duval, eh ben, on voulait parler de ça. Là, il y a un trou dans la narration entre telle période et telle période. Ben, naturellement, on va pouvoir venir s'insérer là-dedans. Comme ça, on peut raconter un peu ce qu'on veut sur Torgal, sans que ça vienne poser problème dans la narration générale et dans la trame générale. Donc, vraiment, ça fonctionne très bien. Et encore une fois, c'est quand même de la BD graphiquement qui pourrait être à l'ancienne, mais de bonne qualité à l'ancienne. Et vraiment bien faite. Voilà, moi, ça a parfaitement bien fonctionné pour moi. Et voilà, j'ai passé un bon moment sur du Torgal. Ce à quoi, clairement, je ne m'attendais pas. Alors, la couverture, quand même, donne très, très, très envie d'aller plonger dedans. Puis c'est doré. Ça, contrairement à la couverture du Aricia, que je trouve un peu pauvre, celle-ci, à l'inverse, je trouve qu'elle dépote, quoi. Voilà. Donc voilà, donc personnellement, si vous connaissez pas particulièrement Torgal, que vous n'êtes pas particulièrement attaché ou fatigué de Torgal, bah, vous pouvez entrer là-dedans. Et ben, Torgal Saga, c'est peut-être une façon de découvrir Torgal sans se coller les 32 tomes existants. Pas la peine de se choper les 40. 12 tomes existants. Tu commences à Les Archers, tu lis les 4 tomes qu'il y a après jusqu'au PIK, et voilà, t'as fini, t'as lu tout ce qu'il y avait à lire de Torgal. C'est les meilleurs. Le cycle du PIK, ouais, voilà, Ouais. mais ils en parlent d'ailleurs. Ah oui, mais ça se passe juste après. Hein. Tu lis ce qui se passe avant, à partir des Archers. Voilà. Non, voilà, bon, vous comprendrez ma situation, mais ça reste que si vous adorez Torgal, foncez, je veux dire, c'est très réussi, mais je remets pas en cause le choix artistique, je remets en cause le choix éditorial. Ouais. Torgal Saga Vendigo par Fred Duval, Corentin Rouge et Walter au Lombard pour 24,50 €. Shelton et Felter, le numéro 4, l'héritage de Rockfellow, par Jacques Lamontagne au scénario et au dessin et Scarlett Smulkowski à la couleur chez Ken's Éditions pour 17,95 €. Absolument. On est donc sur un 4e tome. Je ne vais pas vous refaire l'histoire totale depuis le démarrage, n'est-ce pas? Donc cette fois-ci, Shelton et Felter vont enquêter sur le meurtre d'un riche homme d'affaires qui a été retrouvé poignardé chez lui. La coupable est toute désignée. Il s'agit forcément de la cambrioleuse qui était là. Est-ce que c'est si simple? Voilà, on va aller voir ça tout de suite. Alors, Shelton et Felter, pour le rappeler quand même, sont détectives amateurs. Cette fois-ci, ils vont devoir démêler les fils de l'assassinat de ce fameux riche homme d'affaires qui a été retrouvé à son domicile, un poignard planté entre les deux omoplates. En arrivant sur place, la police voit une ombre agile s'enfuir par la fenêtre. Une ombre qui file dans la nuit. Une ombre qui file dans la nuit, c'est un assassin qui s'enfuit. Et donc, en effet, tout accuse la jolie Nicole. Pickpocket française. De son petit nom. Alors, on pourra en parler tout à l'heure en off d'ailleurs si vous voulez parce que j'ai vu le. Non. Et j'ai pas encore regardé. Putain, Non, je l'ai vu. stop. On pourra en parler tout à l'heure. Bon, hop, la parenthèse est finie. Donc tout accuse. Pression. Pardon. Tout accuse la jolie Nicole. Donc pickpocket française de son état qu'on a déjà rencontré dans le tome 2 de mémoire. Felter, c'est le libraire qui est pas trop enclin à aller sauver la voleuse, parce que lui, il est quand même plutôt droit dans ses bottes, un peu psychorigide. Mais devant l'insistance de son ami, bon, ben, il va quand même décider d'aller dénouer les fils du mystère et ça va mettre un petit peu les neurones de ce petit nabo en mouvement pour essayer de sauver les miches de mademoiselle Nicole.
On est dans une enquête un peu à l'Agatha Christie, mais avec un petit peu plus de muscles quand même, parce que Felter, c'est un libraire, mais Shelton, c'est un ancien boxeur, donc forcément, ça va un petit peu être un peu plus viril à certains moments, n'est-ce pas ? Ça cogne. C'est un peu vieillot, c'est un petit peu anachronique, hein. C'est un peu une Madeleine de Proust par certains aspects. On se situe dans le Boston des années 20. On a un duo atypique. Alors, vous pouvez prendre les références que vous voulez sur les duos atypiques. Un duo atypique, comme tous les duos atypiques. Voilà, comme tous les duos atypiques. Alors, certains vont nous faire un Astérix et Obélix, d'autres vont nous faire un Laurel et Hardy. Faites comme vous voulez. Sauf que dans l'histoire, il y a quand même un des deux qui est intelligent quand même. À chaque tome, l'auteur canadien Jacques Lamontagne les envoie résoudre une affaire un peu inextricable, un peu retorse, à la manière des petits classiques du polar de Conan Doyle ou d'Agatha Christie. Et au final, la solution se montre assez cartésienne, assez limpide, c'est bien écrit. Il faut faire comme Felter et déduire et observer. Voilà. Ce classicisme n'est pas forcément un obstacle, bien au contraire, à mon sens, hein, ça n'engage que moi, parce que justement, la narration est équilibrée, c'est assez limpide, le dessin semi-réaliste et minutieux fonctionne bien, et on est dans une ambiance bon enfant, donc ça peut être diffusé sur un large public. Dans ce tome 4, cette nouvelle enquête va mettre une fois de plus le duo sur une enquête un peu compliquée, puisque la Nicole en question que tout accuse, c'est pas forcément elle qui est réellement la coupable, bien évidemment, sinon ce serait trop simple. Donc il va falloir chercher à qui profite le crime dans tout ça. Les dessins, dans un style très classique de BD franco-belge, en mode gros nez. On est dans du policier, oui, mais avec de l'humour. Et donc voilà, pour moi, ça fonctionne très bien. C'est simple, mais pas tant que ça. C'est simpliste, non. C'est quand même assez fouillé au niveau du scénario. Ça manque peut-être parfois de profondeur dans la psychologie des personnages. On reste quand même sur quelque chose un peu de surface. Mais c'est une chouette lecture et quand on finit le bouquin, on a généralement passé un bon moment. C'était le cas des 3 premiers tomes. C'est également le cas de ce 4e tome pour moi. Messieurs, dames. Thio, je crois que c'est toi qui nous avais ramené les premiers, non ? Ouais, c'était alors le premier tome était, je trouve, plus péchu, plus pertinent, Un peu plus surprenant parce que ça un peu présentait plus les surprenant, voilà. personnages. Maintenant, c'est vrai qu'on est un petit peu rentré dans la petite routine du duo, donc Shelton et Felter, mais il y a toujours je trouve le duo qui fonctionne bien, qui fait que du coup tu as des moments drôles, chacun c'est un peu des archétypes tous les deux, mais enfin ce sont des archétypes tous les deux et ils sont bien marqués dans leur façon de penser depuis le début. Bonne histoire, un truc sympa. Après, voilà, c'est peut-être pas la série du siècle, Shelton et Felter, mais je trouve que c'est une bonne BD à lire de temps en temps. Ça te fait un petit plaisir. Voilà. Et graphiquement, Guillaume, c'est toujours aussi beau. Tu connaissais ? Moi, j'aime bien. Non, j'ai découvert sur le tome 4 là. Du coup, j'ai pas eu le plaisir de lire le 1, ni le 2, ni le 3. Ce qui n'est pas gênant pour comprendre l'histoire, malgré le fait que Nicole soit apparue dans un tome précédent. Alors moi j'ai trouvé le côté hyper classique, sans grande prétention, plutôt sympa et rafraîchissant. C'est une BD très agréable à lire. Moi je la trouve quand même relativement simple, hein, honnêtement. Je trouve que le scénario se déroule je le trouve pas si complexe que ça. Je trouve qu'il se déroule de façon Tu tires le fil, quoi. Ah non, ouais, c'est c'est pas, ça, c'est- c'est c'est très pas complexe. simplifié, Hein, quoi. c'est pas complexe. Enfin, il y a quand même des moments où tu dis bon bah là ils sont dans une impasse, tiens c'est marrant, pouf ça leur tombe dessus, ils peuvent continuer quoi. Tu vois c'est un peu comme on faisait à l'époque quoi où ça aurait limite pu être un Tintin, tu vois, si tu vois ce que je veux dire, dans la façon dont les éléments arrivent pour aider le scénario à avancer. Il y a des fois tu fais ouais ok. J'aurais aimé comme mettre un indice ou deux avant, là, histoire de me surprendre un peu, tu vois. C'est voilà. Pour autant, j'ai passé un très agréable moment. Je m'y attendais pas du tout. C'est une BD très chouette à lire et très rafraîchissante. Mais enfin, pour moi, rien de surprenant dedans, quoi. Oui, c'est ça. C'est de la bonne bande dessinée classique, franco-belge, qui utilise tous les codes qui font que ça marche bien et qui utilise plutôt intelligemment. Franchement, si vous aimez les polars et un peu humour avec une petite touche humoristique, vous passerez un bon moment. Voilà.
Shelton et Felter, le numéro 4, de Jacques Lamontagne et Scarlett Smulkowski, chez Ken ou Kenneth, je ne sais jamais comment on Quelle prononce. édition Édition pour 17,95 €. Un œil sur. Chance of Senna. Un jeu vidéo par le studio Rundisk qui est sorti sur Switch, PS, Xbox et je sais même plus quel autre et sur PC. Chance of Senna se base sur le mythe de la tour de Babel et va vous mettre dans la peau de quelqu'un qui arrive en bas d'une tour, mais il ne comprend rien à ce que disent les gens autour de lui. Et il va falloir jouer dans un jeu d'énigmes en se baladant au fur et à mesure dans les rues pour essayer de comprendre ce que veulent dire l'alphabet des personnages qui parlent. Donc, leur texte apparaît dans des bulles et petit à petit, on va les voir faire des choses. Ça va nous aider à comprendre que cet objet, quand ils disent ça, ça veut dire stop. Cet objet qui désigne s'arrêter. Quand ils font le geste aller, on voit qu'ils disent aller. Et petit à petit, on va améliorer notre vocabulaire, on va rentrer pour qu'au bout d'un moment ça devienne automatique, pour comprendre par déduction ce que veulent raconter ces personnages-là et essayer de monter dans la tour pour réussir à faire que tous les gens de cette tour se comprennent, parce qu'à chaque étage de la tour, il y a un nouveau peuple qui a ses propres coutumes, ses propres habitudes, et qui parle un autre langage. Et donc il y a des endroits où on va tomber sur des pierres de rosette qui vont nous aider à faire des mélanges entre ce qu'ils disent, jusqu'au final à réussir, quand on finit le jeu, au bout d'une petite dizaine d'heures, résoudre l'énigme finale et comprendre comment, en redonnant un moyen de communiquer entre ces peuples, une chance à cette tour. Le jeu, c'est vraiment axé sur de l'énigme principalement, donc vraiment essayer de comprendre ce que veulent dire les gens, faire des actions pour utiliser des objets à gauche à droite, résoudre des petits mécanismes, pour faire réagir les personnages et essayer de comprendre ce qu'ils veulent dire. Régulièrement, avoir une page qui va nous montrer un dessin de quelqu'un qui pleure, et donc il va falloir qu'on mette l'icône qui veut dire triste à côté, pour comprendre au fur et à mesure. Quelques petites phases, un petit peu d'infiltration. On va devoir être discret, mais alors c'est très light, parce que par exemple, le deuxième niveau, on est sur un niveau de guerrier un petit peu brut. Et surtout, quelque chose moi qui m'a beaucoup plu, au-delà du jeu, que moi qui aime les jeux d'énigmes était bien, ce côté très métal hurlant qu'on retrouve, avec un côté Mobius assez marqué dans le premier niveau. On va chercher dans du druillet dans le deuxième, mais vraiment, si vous retombez sur des screenshots, c'est assez flagrant. Et ça marche bien, ça raconte une belle histoire de SF. Ils arrivent à trouver, je trouve, alors en tout cas sur moi, c'était un juste milieu de difficulté, où j'ai eu des petits blocages à certains moments, et puis tu finis par comprendre, par trouver, par voir comment chaque strate de cette tour fonctionne les unes par rapport aux autres, parce que bien sûr, il y a des liens de hiérarchie entre ces différents peuples. Voilà, si vous voulez un petit jeu sympathique qui vous fera un petit peu réfléchir, qui a une mécanique vraiment originale par rapport à ce que j'ai pu voir sur beaucoup de jeux. Moi, j'ai passé un excellent moment avec Chance of Senna. Alors, tu y as joué comment et sur quoi? J'y ai joué sur Switch. Est-ce que la taille de l'écran t'a gêné? J'ai joué sur ma télé. Et la taille de l'écran ne gêne pas non plus. Les graphismes sont assez limpides. Tu peux y jouer, je pense, en mobile. Ouais. C'est le genre de jeu qui se prêterait pas mal à une version mobile, je pense, même smartphone. Et justement, le fait d'avoir des énigmes, donc tu as besoin quand même d'un minimum de concentration, d'un minimum de moments de pause. Est-ce que justement faire ça au milieu de ton salon quand tu as tes enfants? Est-ce que faire ça justement dans le bus quand tu as du bruit autour? Alors il m'est arrivé de m'exiler avec la console dans les mains voilà, de temps en temps. C'est pour ça, parce que les jeux d'énigmes comme ça, c'est un peu leur fond de commerce. Parfois, ça se fait trop facilement et donc tu peux faire ça n'importe où. Là, visiblement, il y a quand même un minimum de challenge. Petit peu, ouais. Toi, tu es un peu habitué de ce genre de jeu, donc si tu dis qu'il y a du challenge à certains moments, donc c'est qu'il y a un certain niveau. Après, il y a des aides. Tu peux vraiment, il y a tous les outils qui peuvent t'aider à avancer quand même et te faire aider. J'ai eu... Après, moi, j'y joue le soir en général. Mais tu as fait plein de petites sessions ou tu as fait des grandes sections? Plein de petites sessions. Et ça s'y prête très bien. Je pense qu'il ne faut pas faire trop de pauses entre les sessions, parce que sinon, tu te perds. Le fil. Même si, au fur et à mesure que tu découvres des mots, tu as un dictionnaire qui se crée. Ouais. Et donc, quand tu te remets dans le jeu... Et quand tu as découvert ce que voulait dire un signe, donc chaque signe, c'est un mot,
t'as une traduction automatique. Puis après, ils jouent sur des trucs. Par exemple, il y en a qui se lisent dans un certain sens, d'autres qui se lisent dans un autre. Il y en a qui vont gérer les concepts différemment, les pluriels différemment. T'as ce côté un petit peu linguiste qui peut faire peur, hein, vraiment, je pense, quand on en parle comme ça, mais qui est très bien amené parce que ce genre de concepts un peu complexes sont amenés très vite pour que d'un coup, tu aies cet effet, tu sais, de ce que tu adores dans les jeux de réflexion, de dire paf, j'ai eu le déclic. Et régulièrement au cours du jeu, tu te dis ah, j'ai eu le déclic. Et c'est toujours très très plaisant de te dire ah, j'ai compris, ils m'ont pas eu. Et je pense que le jeu est construit de façon à ce que tu aies ce genre de choses-là régulières. Après, je suis public de ce genre de jeu, je ne sais pas si ça peut plaire à tout le monde. Ça coûte combien ? Ça coûte pas très cher, il doit être une vingtaine d'euros, je dirais, puis il est régulièrement en promo. C'est un jeu qui a beaucoup plu, hein, la critique jeu vidéo a beaucoup aimé le jeu, parce que justement en plus il fait pile poil la bonne longueur, c'est-à-dire que plus long ça aurait été chiant, plus court on en aurait voulu un peu plus. Je sais plus combien, après c'est toutes les plateformes qu'il y a, t'as souvent des soldes que tu peux trouver. Moi je crois que je l'avais chopé en solde sur la Switch quand il est sorti. Voilà, donc Chance of Scénar par Studio Run-Disc, un studio français, pour ne rien gâcher. Toulousain, voilà, avec l'accent. Sur Switch, PlayStation, Xbox et PC, donc sur à peu près tout. Et ça mériterait, je pense, une version mobile. Et ben voilà, une émission encore riche de découvertes et de choses variées, pleine de pas d'accord. J'aime bien qu'on n'est pas d'accord, qu'on a une discussion comme ça qui élève le niveau et où nous arrivons à argumenter chacun de notre côté de façon intelligente, car nous sommes des êtres supérieurs intelligemment. Je veux dire, il faut qu'on le sache. Ouais. Je passe. Aidez-moi, bordel. Non, mais ouais. je veux dire, j'essaie de nous faire des compliments. Bon. Ouais, mais en fait, quand tu sais les compliments, c'est pas bon, en fait. Ouais. Non. C'était pour Non, vous, c'est les- mieux quand c'est les autres qui nous. C'est font. ça, Ouais. du coup, ça fait plus naturel, tu vois. Mais dans ce cas-là, ils peuvent aller sur lavoidesbulles.fr pour laisser des commentaires. Exactement. Ou nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Moi, je suis sur La Voix des Bulles ou OneAPA sur la plupart des réseaux sociaux. Thio, vous pouvez le trouver sur Instagram à la galerie de Mathieu. Vous pouvez lui parler. Des fois, il répond. Je crois qu'il répond. Des gens te parlent sur Ah non. Instagram. Alors, jamais personne m'a Non. parlé sur. Jamais personne t'a parlé. Même Non, quand c'est- tu mets un commentaire Alors- en fait sur ses productions, c'est bien. T'as mis un commentaire. même pas, il te met une petit cœur et tout. Non. Alors, tu sais quoi C'est Larcis déjà qui est dans sa bulle Alors, tu sais quoi là-haut. La seule personne qui m'a parlé sur ma galerie, c'est un mec qui voulait faire du foot américain. Et Je le cherche lien- le rat. Et le lien, je ne sais pas comment est-ce qu'il m'a trouvé. Oui, parce que tu fais vraiment beaucoup de dessins de foot américain. C'est totalement ta thématique majeure. Ah, je sais pas. C'est vrai que t'as jamais dessiné un truc de foot américain. Non. Voilà. Bien, sur ce, je crois que... Ah oui, quand même, Guillaume, on a déjà fait la pub en début d'émission, mais c'est la BDRI. Hein. Donc Guillaume, il vient Enfin, le soir que pour ça, si tu veux. Pour la Emmener, pub. Tu fais pas Ah la ouais, pub de non, la faut BDRI, faire la et pub, là, t'es voilà. gentil, sinon je me déplace plus, moi. Si on refait si on refait un repas indien, tu viendras. Bah, ça dépend si vous faites la pub ou pas, hein, c'est toujours pareil. Ah là là. Franchement, il faut Il faut faire vraiment- des nanes avec le, Ouais, faut- le logo de la ouais, BDRI. Ouais, on va faut mettre un payer énorme pour truc mériter dessus. Guillaume. Ouais. Merci à tous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel enregistrement. Ciao, ciao. Ciao, ciao. À bientôt. À bientôt. Mais si, quand même.